Bonjour et bienvenue dans le First, le magazine des rendez-vous du futur dédié aux changemakers, aux acteurs du changement, ceux qui proposent des actions positives innovantes. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale. C'est une émission sur le thème de la Social Good Week, une semaine dédiée au web social et solidaire, avec cette question un petit peu en fond, transverse, du web, d'Internet. A-t-il un sens? Peut-on en donner un sens au numérique? Et on va passer cette émission avec deux invités qui ont deux projets différents. Il s'agit de Xavier Corval, donc fondateur de Ecosphère. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Et de Jérôme Lotte, fondateur de Koum. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour, bonsoir. Je ne sais plus quand voilà. Nous sommes là en tout cas. Et nous sommes là aussi avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir, et nous sommes en direct. Et c'est ça, nous sommes en direct et peut-être aussi en replay au moment où vous nous regardez. Peut-être pour commencer l'échange, Rémi, tu pourrais nous présenter un petit peu le parcours de Xavier et le projet Ecosphère. Oui, alors on va commencer par vous, Xavier. Et pour vous présenter, on va remonter à vos années étudiantes. Vous étiez à Sciences Po et vous aviez un job d'étudiant comme serveur dans des soirées événementielles. Et puis à la fin de ces soirées, vous en aviez marre de voir toute cette nourriture gâchée. Vous preniez souvent votre scooter, vous baladiez à travers Paris pour distribuer le surplus de nourriture aux sans-abri. Et donc... Ça reste dans votre tête un petit moment, puis vous continuez votre carrière, vous êtes consultant en stratégie web dans des grandes entreprises et aussi dans des ministères. Et pour la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, il faut le préciser, où nous sommes ici en direct au Cube. Et puis alors en 2009, votre envie d'agir et de vous engager prend le dessus. Et là, vous avez envie de vous consacrer à un projet qui mêlerait la technologie, l'utilité sociale et le respect environnemental. Et c'est là que vous avez l'idée de créer Koum, c'est après, pardon, Ecosphère, excusez-moi. Ecosphère en 2012. Alors c'est quoi Ecosphère ? Alors effectivement, l'idée de départ d'Ecosphère était de lier l'intelligence du numérique, sa puissance et son attractivité à la résolution de problèmes de gaspillage de produits alimentaires et non alimentaires, que ce soit dans la grande distribution, le secteur événementiel ou les hôpitaux. Et donc je suis à ce moment-là, c'était lié à mon expérience professionnelle, effectivement, qu'il fallait que je crée une plateforme de connexion numérique intelligente, caractérisant ces produits par leur quantité, leur qualité, leur diversité, qui varient tous les jours, caractérisée aussi par des objectifs de rentabilité sur ce qu'on appelle leur revalorisation dans d'autres circuits de valeur, et puis de pousser ces produits-là via cette plateforme numérique intelligente, via un algorithme de calcul de pertinence, vers les meilleures filières de revalorisation, le don aux acteurs de la solidarité, et ce qu'on appelle les filières de réemploi et de recyclage, donc d'économie circulaire. Ça, c'est l'idée de départ d'Ecosphère. Voilà, alors comment concrètement vous luttez contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire ? Alors c'est là qu'il y a une évolution dans la prise en compte de l'outil de l'intelligence numérique. L'idée de départ d'Ecosphère, c'est cette intuition-là. Très rapidement, je comprends aussi quelle puissance d'attractivité ça a sur nos futurs clients et partenaires. Parce que pour chacun, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, le numérique, ça veut dire simplicité, simplification, optimisation, gain de temps. Et là, on se dit, waouh, c'est sans doute l'idée simple et géniale qu'il faut avoir, qu'il fallait avoir. C'est Ecosphère qui l'a eu. En premier, pour résoudre ces questions complexes du gaspillage. Est-ce qu'on va pouvoir accélérer la gestion des flux, faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage en gagnant du temps sur l'orientation des produits non vendus, non vendables vers ces diverses filières? Et puis, petit à petit, on s'aperçoit d'autre chose, c'est que la problématique du gaspillage, elle est tellement complexe, parce qu'elle est financière, éthique, organisationnelle, managériale, partenariale, qu'en fait, aussi beau que soit une plateforme numérique, jamais elle ne changera les process dans une organisation et la culture dans une organisation. Alors avec quel type d'organisation vous travaillez et quelles sont les actions concrètes que vous menez? Je sais que vous travaillez avec la grande distribution, pardon. Comment ça fonctionne? Parce que vous
AZJC, je vais y arriver. Exemple. Voilà, Un exemple concret. Exemple, 2 hypermarchés qui sont voisins aujourd'hui d'Issy-les-Moulineaux, le casino du 13e et puis le Auchan du Kremlin-Bicêtre sont aujourd'hui des clients d'Ecosphère. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a diagnostiqué à la demande des directeurs et des contrôleurs de gestion le volume de produits à détourner de la poubelle, tous ces produits invendus, invendables qui partent et qui ne devraient jamais partir à la poubelle. On a ensuite fait un certain nombre de recommandations en termes de nouveaux process à installer dans l'entreprise, de tri, de matériel, d'organisation, de management. Il y a un terme à la mode aujourd'hui, c'est le waste management, le management du déchet. Et puis ensuite, on a formé les collaborateurs. Je parlais de culture tout à l'heure en même temps que de process, parce qu'on a aussi un organisme de formation. Donc on a formé les collaborateurs à une culture anti-gaspi, une culture de la revalorisation à l'application de nos process. Et tout ça, qui est une gestion de qualité qui s'étale dans le temps. On a créé des outils de reporting aussi, qui s'intègrent aux outils de reporting professionnels déjà existants. Plus, ça c'est la partie process et culture, plus l'outil numérique accélérateur de signalement de produits non conformes à la commercialisation qu'on va donc orienter vers ces diverses filières, plus donc une gestion opérationnelle où il y a une équipe opérationnelle chez Ecosphère qui oriente ces produits vers les acteurs associatifs, vers les filières de réemploi, vers les filières de recyclage, ont abouti à des résultats extrêmement significatifs. Par exemple, chez le Auchan du Kremlin-Bicêtre, avec lequel on travaille depuis maintenant fin 2012, on a augmenté ce qu'on appelle le taux de revalorisation de 15% à 45%, éliminé 306 tonnes de déchets en 3 ans. Et, pour ce qui concerne la filière de dons, permis aux acteurs associatifs d'acquérir la valeur de plus de 1 million d'euros de produits donnés. Donc on voit, ça fonctionne. Et vous avez aussi une solution innovante, vous offrez des solutions innovantes. Est-ce que vous pouvez me parler de la peinture à base de déchets de tomates ? Alors effectivement, on est sur des process d'innovation continue, tant dans l'outil numérique, d'accélération et de gestion des flux, que dans le process qualité, que dans l'intelligence partenariale, l'intelligence des partenariats. Parce que le gaspillage pour Ecosphère, c'est une culture partenariale qui est très importante. Je vais répondre à votre question précisément. Répondez à nos questions. C'est le gaspillage est un champ de progrès et d'innovation. C'est certain. Pas de culpabilisation, pas de stigmatisation. C'est important de le préciser mais un champ aussi. de progrès, d'innovation et d'intelligence partenariale. Et justement là, on a été sollicité par une personne qui a breveté un procédé tout à fait innovant qui consiste à extraire des pigments de coloration naturelle du vrai déchet alimentaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment au stade de déchet, ou plutôt pour Ecosphère de futurs ex-déchets, donc le produit qui ne peut pas être reconsommé par l'être vivant, la personne humaine ou l'animal, eh bien, on sèche par exemple 1 kg de carottes. On extrait l'eau, on sèche la carotte. 1 kg de carottes séchées, ça fait environ 600 grammes de matière sèche. Sur les 600 grammes de matière sèche, on peut extraire jusqu'à 400-450 grammes de pigments de coloration naturelle qui vont venir se substituer aux colorants chimiques de la peinture et des cosmétiques. Et donc, on remplace un colorant coûteux économiquement et environnementalement par un colorant naturel. Et évidemment, la filière d'économie circulaire qui est en train de se structurer, c'est une filière où, par exemple, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, L'Oréal ou Renault ou Peugeot décideront d'avoir des gammes de produits, de cosmétiques, de vernis à ongles, de voitures, peints ou travaillés à partir de colorants naturels. Donc évidemment, en termes environnementaux, c'est très intéressant, en termes économiques aussi, et en termes de marketing, il est inutile de le préciser. Merci beaucoup. On va peut-être passer aussi à Xavier. Rémi, est-ce que tu peux Jérôme. nous dire quelques mots de Jérôme, Jérôme, pardon. oui. Alors pourquoi je mélange? Oui. Parce que en fait, nous avons appris aussi que ces jeunes hommes en fait se connaissaient avant de venir sur le plateau. Et on vient de nous, on le savait découvrir. pas. Donc voilà, ça, nous sommes confus. Donc, c'est Voilà. ça, exactement. Et il est possible de prendre le micro. Voilà. Et alors Jérôme Lotte, fondateur de Koum, je vous présente en 2 mots. Vous êtes passionné de développement durable. Vous avez donc créé cette entreprise sociale vous vouliez créer une entreprise sociale avec un réel impact pour la société. Et vous avez fondé donc en 2002 Koum. Alors au début avec des petites subventions, puis ensuite vous avez quand même de plus en plus gagné des prix. Alors je vais les citer quand même. Vous avez récolté vous êtes lauréat 2012 du prix national du créateur d'entreprise sociale. En 2013, vous êtes le gagnant du prix Équilibre qui a été remis à Bercy. Et puis en 2015, vous êtes lauréat de La France s'engage. Alors d'engagement, il en est question dans Koum. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Et nous sommes actuellement finalistes des Grands Prix de l'innovation de la Ville de Paris. Alors, j'ai pas créé en 2002, mais en 2012. 12, voilà. Oui. Et donc, la question, c'était donc... Présentez-nous Koum. Qu'est-ce Koum ?
Je ne vais pas faire beaucoup de jeux de mots, hein, je vous rassure. Vous avez le droit si vous voulez. Donc Koum, c'est une plateforme web et en 2017, ce sera une application mobile qui permet de faire agir ensemble les habitants, les entreprises et les villes sur les enjeux liés au développement durable à travers un concept de défi. Donc, par exemple, ça peut être de dire s'il y a 1000 habitants d'une ville qui s'engagent sur l'action faire du vélo quand c'est possible, alors en face, Decathlon, Go Sport, Intersport ou autres s'engagent à installer un parc à vélo en face de l'école primaire. Voilà. L'idée, c'est, du point de vue des particuliers, de leur dire 3 choses. 1, face à toutes les crises dont on vous parle dans les médias, vous avez la capacité d'agir sur des choses très concrètes dont vous n'avez peut-être pas d'ailleurs idée. 2, vous n'êtes pas seul à agir. Trop souvent, les gens se disent un de plus ou un de moins qui fait ci ou ça. Ça change quoi? Bon. Ben, on voit sur une carte aussi tous les gens, tous ces voisins qui agissent déjà. Donc on se dit, je ne suis pas plus bête qu'un autre, moi aussi je suis capable. Et l'idée, c'est d'entraîner une dynamique d'émulation collective. Et la dernière chose, sous forme de réciprocité, c'est de dire aux gens, votre petite action individuelle, elle a vraiment un impact collectif. En leur disant, s'il y a un certain nombre de personnes qui agissent, ça va déclencher l'action, soit d'une entreprise, soit d'une ville, de manière volontaire et réciproque. Donc finalement, ce n'est pas du crowdfunding, puisqu'on ne demande pas d'argent aux gens, c'est du crowd acting. Est-ce que le citoyen peut lui-même proposer une action, un défi? À partir de fin décembre, oui. Les gens pourront. On aurait voulu en faire l'annonce officielle aujourd'hui, mais c'est un peu short. On annonce qu'en février... décembre. Donc, oui, fin décembre, ouais, à la fin du mois. Donc, ce sera possible de proposer effectivement un défi à une entreprise ou à une ville. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets d'actions qui ont été présentées sur Koum et combien de personnes ça a mobilisé ou pas? Parce que ça peut paraître en fait un peu gadget de loin. Est-ce que ça représente une vraie réalité et vraiment une façon en fait d'engager différemment des personnes sur un territoire, une ville, un quartier? Alors, au début, on était parti sur des défis nationaux. On se rend compte que ce qui a de plus en plus d'intérêt et quelque chose qui est plus facile, c'est des défis locaux. Locaux parce que aussi, on s'identifie plus en tant que personne aux gens qui sont à côté de chez nous dans un périmètre assez proche et pas à l'autre bout de la France. Donc, on a eu des défis nationaux, notamment avec... je sais pas, le crédit coopératif qui disait voilà, s'il y a tant de personnes qui s'engagent à participer à la semaine annuelle qui consiste, je ne retrouve plus le nom en fait, c'est une semaine où on va ramasser les déchets vers, voilà, c'est en fin septembre, dans les forêts. Alors, en face, là c'était le crédit 1. Oui, notamment. Alors le crédit coopératif donnait un montant financier à l'association qui organise cette mobilisation nationale de collecte des déchets pour financer les sacs poubelles, par exemple. Là, avec la ville de Clichy dans le 92, on a un défi actuel sur le vélo. Et là, c'est pas l'entreprise. C'est pas une entreprise en réciprocité qui va agir, c'est la ville elle-même qui nous a dit moi, ça m'intéresse que la réciprocité soit donnée par moi en disant si j'ai tant d'habitants qui s'engagent à se déplacer à vélo quand c'est possible, alors je donne une subvention de 5 000 € à l'association locale qui fait de la réparation de vélo et qui va intervenir dans les écoles pour faire des ateliers de réparation de vélo. Donc pour une ville, ça permet à la fois de communiquer sur ce qu'elle fait, par exemple sur le soutien à un projet associatif, et également de mobiliser ses habitants sur des objectifs de politique publique. J'avais une question sur le sens. Et après, je te laisse la parole. Parce que vous en parlez dans une interview que j'ai lue. Vous dites, c'est ce qui est important, bien sûr, il y a les défis, il y a la récompense, mais ce qui est important, c'est le sens qu'on met dans nos actions, c'est-à-dire vraiment la volonté intrinsèque de changer les choses et pas simplement l'histoire de la carotte et du bâton. Et ça, c'est important de le préciser dans Koum, dans ce projet-là. C'est aussi comment motiver intrinsèquement, avoir des motivations intrinsèques pour relever les défis. Oui, après là, on parle donc des différents leviers de mobilisation et de ce qui a du sens pour les gens. On se rend compte que des carottes uniquement financières sont des choses qui ne fonctionnent pas dans la durée, qui peuvent fonctionner rapidement, mais sur la durée, non. Il y a des startups qui se sont lancées en même temps que nous, qui malheureusement n'existent plus, et qui s'étaient lancées sur ce même objectif d'accompagner le changement de comportement des gens, mais en leur disant on vous donne des points en récompense et ces points sont transformables
avec des bons de réduction dans les commerces locaux. C'était une idée géniale d'ailleurs qui vient des États-Unis et ça fonctionne bien aux États-Unis. Malheureusement, alors peut-être qu'ils étaient trop en avance en France, hein, ça arrive, quand on arrive trop en avance, tant pis, enfin c'est dommage. Et donc là, l'idée c'est vraiment que la réciprocité à la récompense soit collective. Voilà. Après, il peut y avoir un côté individuel. Par exemple, là, on a des projets avec les bailleurs sociaux pour amener à une réduction de la consommation d'énergie, réduction de consommation d'eau, hausse du tri sélectif dans des immeubles HLM, où la réciprocité du bailleur ou du fournisseur d'eau ou d'énergie, ça peut être en réciprocité au fait que vous mettiez, je sais pas, un économiseur d'eau, etc. On donne, je sais pas, un chèque de 2 000 € à l'association en pied d'immeuble qui fait du soutien scolaire aux enfants. Donc là, c'est une récompense qui est collective, qui bénéficie à la collectivité, et en même temps, les gens se disent, mais en fait, les enfants, c'est les miens, donc j'y gagne aussi, personnellement. Alors, quand je vous écoute tous les deux, je me demande si à un moment donné, un jour, on ne pourra pas lancer un défi à des entreprises sur les déchets ou sur le recyclage des déchets. On pourra, sans doute. On vous laissera discuter ensemble de cette. Sans doute, on en a parlé la semaine dernière lors d'une soirée organisée par Spark News, et on en parle encore mardi prochain lors d'un atelier. Justement sur l'application de Koum dans les déchets, mais vis-à-vis des particuliers. Voilà. Et on aimerait bien faire aussi un projet avec la ville de Paris qui s'oriente de manière forte sur le compost. Donc voilà. Alors, on est dans le thème un petit peu là de la Social Good Week, donc avec cette dimension sociétale d'un certain nombre de projets. Vous, comment ça se passe en termes de structuration de chacun de vos projets? Est-ce que vous êtes sous forme d'association, d'entreprise, entreprise sociale et solidaire, et pourquoi ce choix? Merci pour cette question qui va me permettre de clarifier effectivement ce qu'est une entreprise sociale, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Avant de créer Ecosphère, j'avais le projet en tête, je l'ai déposé à l'INPI en 2010, et donc j'ai fait un tour du monde des statuts possibles pour l'entreprise que je voulais créer. Il se trouve que la forme d'entreprise classique commerciale était la plus adaptée aux investissements, notamment numériques, à venir pour l'entreprise. Et donc j'ai choisi le format d'entreprise sociale, c'est-à-dire d'une entreprise à statut commercial, c'est une SAS dotée d'un agrément qui à l'époque s'appelait l'agrément solidaire, qui désormais s'appelle l'agrément ESUS. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sur un extrait de cabis la mention ESS, et qu'en plus Ecosphère on a l'agrément ESUS, et ça veut dire des choses très importantes. Parce qu'en France, ce sont les seuls agréments qui consacrent dans la structuration, le financement et l'aspect capitalistique de l'entreprise, qui consacrent la primauté des missions sur le profit reversé aux actionnaires. C'est-à-dire que dans une entreprise sociale, une vraie entreprise sociale, pas une entreprise qui dit sociale parce qu'elle fait un peu de social, plus de 50% des bénéfices doivent être obligatoirement alloués à la croissance des missions de l'entreprise plutôt qu'être reversés sous forme de dividendes aux différents actionnaires. Et en plus, ça c'est la mention ESS sur l'extrait de cabis, l'agrément ESUS c'est encore plus que ça, c'est une échelle de salaire interne qui consacre à un niveau encore supérieur le fait que la totalité de l'entreprise, sa structuration, son organisation, son management, ses échelles de salaire et donc la répartition de ses profits sont dédiés à la primauté des missions d'intérêt général, environnement pour Ecosphère et solidarité d'autre part. Voilà, donc ça c'est très très important. Et donc c'est la loi Hamon en fait en juillet 2014 qui a institué cette dynamique-là en incluant de manière définitive les entreprises commerciales dotées de ces agréments-là et de ces mentions-là dans le champ plus large de l'économie sociale et solidaire auquel appartiennent les fondations, les mutuelles, les associations en particulier. Jérôme, comment ça s'est passé pour Koum? J'ai pas grand-chose à rajouter avec l'excellente explication de Xavier. Au début, nous, on a eu quand même un questionnement sur monter Koum en forme de SIC, donc société coopérative d'intérêt collectif, qui a la particularité d'intégrer dans différents collèges les parties prenantes de l'entreprise, y compris les collectivités. C'est un des seuls formats juridiques où les collectivités locales peuvent faire partie des membres du board. Et finalement, on a choisi quelque chose de plus simple, qui est de se constituer en SAS. Voilà. Ce qui est le cas de la grande majorité des startups aujourd'hui. Et vu que c'est un format qui est souple, et là je rebondis sur ce que vient de dire Xavier, on a mis dans nos statuts un certain nombre de
deux critères, notamment les 50% réinvestis dans la croissance de l'entreprise. Et du coup, quel est votre modèle économique à Koum? Alors, on a deux piliers. Le premier, c'est la vente de la plateforme, ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est complètement personnalisée à la charte graphique, soit d'une entreprise en interne, soit d'une ville. Et donc, c'est dans ces cas-là de l'abonnement, puisque Koum se duplique aussi en entreprise pour motiver les salariés, les mobiliser sur des défis liés à la RSE. Et pour une ville, c'est d'ailleurs le deal qu'on a eu avec l'Élysée dans le cadre de la France s'engage, c'est de développer cette plateforme pour des villes ou des agglomérations, pour permettre de mobiliser leurs habitants et leurs entreprises sur des défis liés à la transition énergétique, développement durable, etc. Le deuxième volet du modèle économique, c'est tout simplement une prestation de service sur des défis ponctuels qui sont sur la plateforme nationale Koum. Voilà. Dernière, oui. Le modèle économique d'Ecosphere repose sur trois types de prestations, en fait. On propose, pour accompagner nos clients, la grande distribution, les hôpitaux, etc., une prestation de conseil. Donc, c'est le diagnostic du volume de produits à détourner de la poubelle, les recommandations sur les nouveaux process à mettre en place. Ça, c'est donc une prestation de conseil et qui se développe dans le temps, parce qu'il y a une partie initiale puis une partie d'innovation et d'amélioration continue. On a une prestation de formation. On est organisme de formation, donc la formation dont je parlais tout à l'heure qui contribue à la modification des comportements, des mentalités, des consciences sur le sujet, impacte le budget de formation des entreprises. Et puis, on a une rémunération qui vient aussi de la valeur des opérations, des transactions sur les produits que l'on gère, puisque c'est nous qui gérons l'optimisation de l'orientation de ces produits vers les différentes filières, recyclage, réemploi et acteurs de la solidarité. Donc, on a une rémunération sur la gestion de ces opérations. Et puis, on a une quatrième source de revenus, c'est lorsque des collectivités locales, et c'est le cas avec la région Île-de-France aujourd'hui, et d'autres régions nous ont sollicité, notamment la région PACA, lorsqu'on les accompagne sur des dynamiques de mobilisation des acteurs sur leurs responsabilités sociétales d'entreprise et sur des objectifs de réduction du gaspillage. Merci beaucoup pour ces éclairages même sur les formes juridiques. Ça, c'est important aussi pour les internautes qui nous regardent et peut-être des porteurs de projets qui se posent ces questions. Donc, vous avez pu avoir quelques éléments. On va passer tout de suite à la dernière séquence de l'émission, la séquence des coups de cœur. Jingle. Alors Jérôme, Xavier, les coups de cœur, en quoi ça consiste? Tout simplement à nous faire part d'un de vos coups de cœur personnels. Ça peut être un ouvrage, un livre, un livre, une bande dessinée. Non, je fais exprès en fait de faire coller un magazine, un film, une exposition, un projet, quelque chose d'un peu personnel que vous avez envie de partager avec les internautes qui nous regardent. Qui veut commencer? Voilà, il y a une petite séquence de politesse. Merci Jérôme. Alors ce sera Jérôme. Jérôme, coup de cœur. Donc le coup de cœur, c'est une aventure entrepreneuriale qui s'appelle DreamAct, qui fait partie de l'incubateur dans lequel nous sommes. Et en fait, je trouve ça génial ce qu'ils font parce qu'ils vendent des box mensuelles qui permettent de découvrir des produits d'entrepreneurs sociaux. Et souvent, c'est très difficile de se faire connaître. Et là, ils ont eu l'idée géniale de tous les mois, vous avez une box différente où vous allez découvrir des produits made in France ou des produits d'entrepreneurs sociaux, etc. Et je trouve ça, c'est mon coup de cœur du mois. Et ça s'appelle DreamAct Box. DreamAct Plus. Box. DreamAct Box, la box DreamAct. Ok. Merci Jérôme. Xavier, un coup de cœur. Oui, alors c'est précisément l'endroit d'où j'arrive. Ici, ce sont les entretiens et rencontres de Royaumont qui avaient lieu hier et ce matin, cet après-midi, sur le thème cette année croyants et citoyens, qui rassemblait de nombreux hommes politiques de droite et de gauche et des responsables religieux de toutes les confessions. Et ce qui en est ressorti de plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on concilie dans son action privée, publique, son inspiration avec son engagement dans la cité, comment est-ce qu'on crée du sens et du sens approfondi en faveur de l'intérêt général et de la paix sociale. Et donc c'est mon coup de cœur de la journée.
Merci Xavier pour ce coup de cœur. Rémi, en as-tu un coup de cœur? Oui, moi j'ai un coup de cœur pour une exposition qui s'appelle Temps suspendu, exploration urbaine, qui a lieu au siège du Parti communiste à Paris, un magnifique bâtiment conçu par Oscar Niemeyer. C'est dans le cadre des expositions hors les murs qui est organisé par le musée de la Poste. Et donc Temps suspendu, ça présente quoi? Ça présente 75 photos de 3 artistes différents sur des endroits abandonnés par l'humain. Donc c'est-à-dire que vous avez des villas, des piscines, plein de bâtiments qui ont été abandonnés. Donc la nature n'aime pas le vide et donc reprend ses droits. Et donc vous avez comme ça 75 photographies de 3 photographes, juste je les cite rapidement: Romain Veillon, Sylvain Margen et Henk van Renzenberg. Je suis désolé, j'ai pas fait de flamand. Voilà, donc à découvrir au siège du Parti communiste dans le cadre de l'exposition Temps suspendu, exploration urbaine, jusqu'au 18 décembre. Merci pour cette expo, Rémi. Et moi, je partage avec vous un coup de cœur musical. C'est celui-ci. C'est Gabriel Garzón Montano. Alors, je le montre comme ça, mais je vais pas me cacher derrière la pochette. Un vinyle, un album, un EP même, on dirait, parce qu'il n'y a que 6 titres dessus. Une espèce d'électro-soul par quelqu'un qui a beaucoup de talent. Donc, ce monsieur, Gabriel, qui est multi-instrumentiste, qui fait tout seul. Voilà, c'est super, c'est magnifique. Et je vous invite à l'écouter. Pendant que justement ce fameux Gabriel chante derrière moi, je crois l'entendre sur le plateau. Je vois les gens qui commencent un petit peu à se dandiner la tête en tout cas. C'est l'heure de vous remercier, messieurs, d'être venus sur le plateau du First et de donner rendez-vous à nos internautes pour une prochaine émission, un prochain magazine des Rendez-vous du futur. Je remercie toutes les équipes qui ont permis de réaliser cette émission et notamment les 3 grands producteurs que sont Le Cube, JT Carré et Triple C. Et puis un grand remerciement aussi à notre partenaire, le Digital Society Forum. Restez connectés. Tu voulais rajouter quelque chose? Et la Social Good Week? Et bien sûr, oui, la Social Good Week, bien sûr. Nous avons tu as ton petit badge. Voilà, le petit badge de la Social Good Week. À très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Merci.